Écoute, je te répondrai avec plaisir. En fait, toi, tu me dis qu'est-ce que je pense de la répartition des richesses. J'en sois 1% est entre les mains de 44. En fait, 44% des richesses est entre les mains de moins qu'1% de la population. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Moi, je pense sincèrement, il s'agit d'une violence économique. C'est la première chose. Je vois ça comme une violence économique qui explique les autres types de violences qui sont quand même récurrentes dans la société, mais aussi, je pense, moi, je le vois aussi comme, comme un handicap majeur, comme un handicap majeur, c'est un handicap majeur à la bonne marche de la société, parce que quand vous avez une société où les richesses sont très mal, il y a une très mauvaise répartition des richesses, les richesses sont très mal réparties comme ça, donc vous avez ce qu'on appelle en créole une société miromiba, inégalitaire. Donc, en fait, en fait, ça ne promet pas. Ça ne promet pas dans une société pareille. En plus, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qui est en fait, le plus est, c'est que on pourrait avoir une société où les inégalités sont présentes, mais il y a un effort qu'on fait à certains niveaux pour les réduire. Par exemple, que ce soit à travers la redistribution des richesses, d'accord, ou à travers le repartimiento, donc c'est-à-dire la répartition des richesses et des biens. Bon, mais regardez comment cela se passe à travers les institutions qui sont là pour ça. Donc, c'est quand même triste aujourd'hui de voir comment certaines couches dans la société, certaines catégories sociales, en fait, je pense aux aînés, aux personnes âgées, d'accord? Il y a en fait les 65 ans et plus, comment ces gens-là vivent, par exemple. On peut prendre d'autres catégories sociales. Les étudiants, par exemple, est-ce qu'il y a des crédits pour les étudiants? Ce serait une manière tu vois, de retourner un peu ce qu'on a. Par exemple, quand on prend les supermarchés, qu'on prend les industries, d'accord, qui exploitent le pays. Mais qu'est-ce qu'ils donnent en retour, par exemple? Qu'est-ce qu'ils donnent en retour? Donc, c'est très peu, sinon ça ne donne rien. Moi, je vais me prendre l'exemple là, de l'université Laval. Si vous venez un jour, donc je vous le souhaite sincèrement de venir à l'université Laval ou à n'importe quelle université au Canada, vous allez voir qu'il y a des pavillons qui portent des noms, par exemple. Des pavillons qui portent des noms comme pavillon des jardins, pavillon parents, ou d'autres pavillons, écoute, qui portent des noms. Mais quand vous regardez en fait, sur tout le campus, vous allez voir, il y a des dons, beaucoup de dons, c'est des milliers de dollars de dons. Chaque année, en fait, des personnes qui sont riches dans la société retournent un peu de ce qu'ils avaient, les personnes qui avaient leur bibliothèque, et puis arrivés à un certain âge, en fait, ils font des dons à la bibliothèque de l'université. On a une bibliothèque merveilleuse, d'accord? Donc, mais tout ça est possible parce qu'il y a quand même en fait, ce qu'on appelle une répartition des richesses. D'accord? Donc, là, en fait, on a les personnes qui ont beaucoup de moyens, regarde ce qu'elles font. Donc, en fait, et on investit ailleurs, d'accord? Et puis, on n'investit pas dans le pays. Haïti n'est pas une patrie pour la bourgeoisie, et en particulier la bourgeoisie, comment je peux dire ça, immigrante, d'accord? La bourgeoisie immigrante qui ne s'est jamais nationalisée, malheureusement. Donc, ils ont juste un passeport haïtien, la plupart d'entre eux, certains n'en ont même pas. Et puis, ce qu'ils font, ils jouissent de tout, mais ils ne donnent rien au pays. Ils ne donnent rien au pays. Donc, Haïti est juste une terre, je dirais, une terre transit, une terre, c'est-à-dire Haïti est une terre où l'on fait du commerce, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une caverne de voleurs. Donc ce n'est pas une patrie. Ce n'est pas une patrie. Parce que dans une patrie, on investit dans une patrie. Dans une patrie, on crée des écoles dans une patrie. Si Haïti est ta patrie, ton enfant
Si tu es président, tu es ministre, tu es sénateur, en fait, tu es député, tu es le recteur de l'université, est-ce que tes enfants sont scolarisés en Haïti? Est-ce que tes enfants sont scolarisés à l'université en fait, lequel tu es le recteur? Donc, donc, tu es le recteur de cette université, mais tes enfants ne sont pas là, par exemple. En fait, tu es le sénateur du département, mais tes enfants ne sont pas dans le département. Donc, mais comment peut-on assurer la sécurité? Parce que la sécurité, c'est ça. La sécurité, en fait, si vous voulez créer une atmosphère sécure, une atmosphère en fait, de sécurité en Haïti, il faut commencer par demander aux personnes qui dirigent le pays, en fait, que leurs enfants vivent dans le pays. Et vous allez comprendre qu'ils ne vont pas donner des armes à feu à Tilapli ou à ISO parce que tout simplement, ils savent que si leurs enfants sont là, donc, ils doivent les protéger. Et les protéger, donc on fait tout pour protéger son enfant. On commence à ne pas financer les gangs armés, par exemple. Donc, pour revenir, si Haïti est ta patrie, par exemple, donc, il faut faire en sorte de, de, de venir à son secours, ne serait-ce que sur le plan économique. Parce que ce qu'on est en train de vivre en Haïti présentement, c'est une violence économique à tous les niveaux. À tous les niveaux. Écoute, que ce soit au niveau du respect des droits des travailleurs dans les usines, c'est quelque chose quand même. Écoute, ce qui se passe en Haïti, par exemple, c'est réellement une forme d'esclavage. D'accord? Il y a des gens qui travaillent, mais écoute, qui ne peuvent, en fait, qui n'ont rien, en fait, qui ne peuvent rien faire avec ce qu'ils gagnent ou ce qu'elles gagnent. Donc, c'est des formes de violence économique. Donc, mais on fait en sorte de te garder dans les taux. D'accord? Regardez, par exemple, Haïti est l'un des pays où écoute, c'est difficile à un jeune de faire des prêts, des prêts d'études, par exemple. Des prêts études, d'accord? On va pas vous prêter, d'accord? Alors que si vous n'êtes pas de telle famille, on va pas vous prêter de l'argent. En fait, si on va dire, par exemple, un groupe de jeunes, vous êtes 15, 20 en psychologie, vous êtes finissant, donc vous aurez bientôt vos diplômes. Certains d'entre vous pourraient déjà avoir leur diplôme, par exemple, d'autres diplômes, pourquoi pas. Et puis vous décidez, écoute, on va monter une clinique de santé mentale, d'accord, et de psychologie et de santé mentale. Donc ce serait pas difficile, on est 20 jeunes, on pourrait faire un prêt collectif. Ce serait quand même facile de le faire et en plus, le pays a le besoin, il y a la nécessité d'avoir des cliniques de santé mentale et de psychologie. Mais écoute, qui va vous prêter de l'argent? Non, personne ne va vous prêter. Si par malheur, certains veulent vous prêter de l'argent, vous allez voir, par exemple, c'est à des taux usuriers. Donc, c'est juste pour vous dire que, c'est-à-dire, il faut repenser la société. Mais le danger là-dedans, quand je dis il faut repenser la société, il faut d'abord repenser les individus. Et ces individus-là, je me demande si on peut les repenser, s'ils sont même pensables. Donc, si c'est des individus qu'on peut fabriquer, peut-être qu'on peut investir dans la génération à venir. Moi, je choisis d'enseigner, de continuer à enseigner en Haïti. Donc, tout simplement parce que je choisis, je veux investir dans cette jeunesse. Donc, c'est ma façon à moi de le faire. Non, mais c'est juste pour vous dire que la violence économique, c'est quand même quelque chose. Donc, il faut peut-être envisager d'en sortir. Et c'est un cycle difficile. C'est très, très difficile de sortir de la violence économique. Parce que la violence économique entraîne les autres violences. En fait, on va le dire en bon haïtien. Léon Papa sorti pour l'entrée la caille, il n'a pas gagné pour le bail petit, par exemple. Vous voyez, écoute, vous voyez l'image qu'il y a là? Donc, il y a la maman qui attend, ou le père qui attend, c'est la maman qui était sortie. Donc, il y a les enfants qui attendent. Donc, vous voyez, des bouches à nourrir. Et puis, on a la force, on sent qu'on veut travailler, qu'on peut travailler. Si on était dans un autre pays, on serait capable là, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille. Et voilà, on est dans un pays. Il y a beaucoup d'opportunités. En fait, quand je dis beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire le pays est vierge.
en termes de création, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire, si on voulait créer des choses, on pourrait les créer. Donc, moi, je pense, enfin, je profite pour le dire avec vous et publiquement, là. Donc, le véritable problème d'Haïti, en fait, on peut toujours parler des problèmes de gangs armés, de toutes sortes de problèmes. Ça, pour moi, c'est des problèmes secondaires dans la mesure où je pense, de mon point de vue, le problème qu'il y a, c'est un problème d'investissement qu'il y a en Haïti. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire c'est un problème d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de perspective non plus d'avenir. C'est-à-dire, on est même, parce que on ne peut pas construire un pays sans ce qu'on appelle, sans ce qu'on appelle l'espérance, par exemple. Il y a même plus lieu d'espérer, il n'y a plus d'espoir. Donc, ben, écoute, et- je crois que c'est professeur Errol Toussaint avec en fait, qui a quand même écrit sur un texte sur Eric Fromm. Mais la phrase que je préfère dans ce livre, c'est espérer paradoxalement. C'est-à-dire, Eric Fromm invite les jeunes, les gens, tout le monde là, à espérer même paradoxalement. Mais je me demande aujourd'hui, si Eric Fromm était encore vivant, est-ce qu'il y a lieu, peut-être que je poserai la question au professeur euh, Errol Toussaint, est-ce qu'il y a lieu quand même encore, on peut continuer à espérer même paradoxalement. Donc, c'est ça, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on est dans, dans une impasse, mais il faut quand même penser une sortie. Mais une impasse, c'est pas, on l'appelle impasse parce qu'il n'y a pas de sortie. Donc, c'est ça, donc, mais faut quand même continuer à croire qu'il y a quelque chose de possible. Moi, je le crois. Donc, je crois que au lieu d'investir tout cet argent à faire venir des militaires, des policiers étrangers, il fallait peut-être créer des entreprises avec. C'est des milliers de dollars que vous allez dépenser. Pourquoi ne pas créer des entreprises et offrir des opportunités aux jeunes pour rester dans leur pays? C'est-à-dire, au lieu, par exemple, de créer des programmes faits comme le genre de programme de Biden, écoute, je comprends que c'est correct qu'un jeune le trouve et puis fuir, c'est correct, c'est normal, c'est le réflexe le plus simple à faire, le plus normal. Mais en même temps, écoute, si vous aimez Haïti, c'est pas ce genre de programme qu'il faut créer, il faut créer des programmes de bourse d'études, d'échange avec Haïti. C'est-à-dire combien de bourses d'études les États-Unis donnent à Haïti, offrent à Haïti chaque année? Combien de bourses d'études la France offre à Haïti? Je parle de bourses d'études là. Combien de bourses d'études vous offrez le Canada offre à Haïti? Combien de bourses d'études? Moi, c'est ça. Est-ce que vous offrez des bourses d'études aux jeunes? D'accord? Est-ce que vous créez des entreprises? Est-ce que vous écoutez des partenariats entre l'Université d'État d'Haïti et d'autres universités? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi un jeune ne peut pas, par exemple, commencer une étude en Haïti et puis sa dernière session, là, écoute, le jeune en fait, termine sa session, je sais pas, au Canada ou en France ou aux États-Unis ou n'importe quel autre pays. Vous dites que vous êtes des amis d'Haïti, mais à la vérité, on comprend la notion d'amis. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait des amis en relation internationale. Donc, moi, je pense qu'il y a que des ennemis en relation internationale, mais on peut les neutraliser à partir des intérêts, parce que c'est le jeu des intérêts. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait des pays qui sont des amis d'Haïti, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. En plus, encore moins des pays de l'Occident, ce n'est pas possible. Il peut y avoir des pays avec lesquels on partage une certaine histoire, d'accord, et puis des relations peuvent être cordiales parce que tout simplement, c'est des relations à l'horizontale, c'est pas, tu vois, en fait, je veux dire des relations à l'horizontale. Donc, par exemple, le Venezuela et Haïti, c'est des relations toujours cordiales parce que c'est des peuples, sincèrement, c'est des peuples frères. Donc, ça peut exister. Donc, mais ça ne veut pas dire que, vous voyez, donc moi, je crois qu'il faut repenser tout cela et puis il va y avoir moins de violence. Écoute, pourquoi on investit autant dans la République voisine, en République dominicaine, tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle, c'est le capital international qui les investit, d'accord, en République dominicaine. Donc, mais vous investissez en République dominicaine et vous créez la main-d'œuvre en Haïti et vous maintenez, vous essayez de maintenir les Haïtiens dans la pauvreté et puis vous me demandez donc, qu'on va vous aimer, vous êtes vous êtes des démons, d'accord?
c'est ça qu'il faut comprendre, moi, c'est ça. Donc, quand on parle des problèmes d'Haïti, il y a un problème aussi de corruption, d'accord? Les gens qui dirigent le pays sont des corrompus, d'accord? C'est des corrompus qui nous dirigent. Donc, c'est des corrompus, c'est des corrompus, c'est des corrompus, d'accord? Puis ça fait longtemps, d'accord? Il y a toujours, c'est une histoire de corruption dans tous les gouvernements, depuis avant Duvalier jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a eu des efforts? Bien sûr, il y a eu des efforts aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'efforts, il y a eu il y a eu ça, il y a eu des efforts. Donc, mais en gros, donc moi je pense que c'est un État en faillite. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, en fait, merci pour la question. Donc, ça me permet de... Oui, Je ne suis pas satisfait de la réponse. oui, Le pourquoi? Parce que tenant compte de notre réalité, oui, le document nous a montré que c'était un cas for- forcément pour Haïti, mais lorsque nous connaissons qu'il y a diverses sources de la violence sociale, ouais, oui, il y a diverses sources de la violence, alors de la violence sociale. oui, Alors, lorsque nous référons à la violence structurelle, mhm, là, nous est typiquement que c'est le cas pratique et c'est pas moins ça que élite ou bien groupe monde qui représente 1% dans la population, oui, c'est strictement forme de violence ça que vous employez. Si nous prenons le cas, excusez-moi si nous prenons strictement créole, si nous prenons le cas, nous gagnons EDH. Nous gagnons EDH qui c'est Électricité d'Haïti, qui oui. sont institutions nationales, alors que nous gagnons de monde qui viennent, qui au pouvoir, qui a fait de contrat avec le secteur privé pour vendre, ou bien pour bailler courant pendant Oui, oui, que me nous comprends. gagnons. Oui, mais écoute, Oui, c'est de mhm, manœuvre, c'est de dilatoire que vous faites et vous run, que vous pérennisez, que vous avez moun pa ou qui continue à pérenniser ce pouvoir-là. Donc, son structure que vous mettez en place, sont mises en place qui fait tout ça. Et mhm, après, pour le changement, ça a fait, c'est le changement qui fait, qui t'a fait avec de cassure, qui pas fait de la facilité. Et si nous parlons tant d'autres exemples encore, il y a de l'autre programme que vous avez mettre, ouais, il y a des programmes côté que y a bien fait dans une série de provinces, qu'on gagne de matériel qui est disponible dans le département que vous pouvez aller, mais aussi avec bagay yo, strictement à Port-au-Prince ou bien la capitale là, pour mhm, aller avec le département. Mais est-ce que c'est pas un moyen pour enrichir une série de monde qui pa même bail de service avec population, si nous t'avons seulement arrêté dans la question courante, il y a ben nous ton blackout, n'a payé bien cher pendant que il y a des cas renflouer ou bien des cas renforcer système EDH bien qui est disponible là, pour renforcer lui pour que capable de servir le pays à plus. Mais l'homme a regardé ça, moi c'est typiquement question violence structurelle que lié. Et si nous t'avons tenu compte de derniers jours en date, mhm. là, par exemple, sur Mariani, il moun pas qu'à passer, mais on pourrait gagner un groupe de monde qui gagne de Qu'à bateaux, passer. oui, un groupe de monde qui gagne de produits, qui gagne de marchandises qui capable de traverser, ça c'est yon. Mais deuxièmement, un groupe de monde qui met des bateaux disponibles, qui recevoir monde qui gagne, que c'est détaillant, que c'est grossiste, tout. Yo Mhm, gagne, yo recevoir yo, et puis yo transporter yo d'un point à un autre, et puis yo fait comme là. Et si n'a prend un troisième exemple, c'était pour moun qui a fait transport aérien yo. On a regardé avant contexte sociopolitique là, il y a moun yo gen de moun qui te kon pran machine yo pour voiture yo fait trajet, gen de moun c'était dans mhm, en transport commun. Mais je dis là par rapport avec la réalité c'est moun qui te gen transport aérien, c'est moun qui gen avion, c'est lui qui, kon, qui non seulement monte business là, parce que taux de demande là, puisque demande là li élevé, il est obligé de monter quoi, mais il mhm, vient au profit de qui est, au profit de un groupe monde, son petit groupe monde, alors que pas gain, pas, on dit pas gain trois ou bien quatre monde qui sont dans la classe moi-même avant là, qui gagne mhm. possibilité pour faire
mettre sous pied de structures et d'initiatives pareilles. Donc, Mhm. c'est ça comme vous. Est-ce que c'est pas un établissement? Côté c'est, OK, c'est vous qui contrôle ça, pas un problème. Moi-même, pas un problème, qui contrôle ça. Si nous prenons un exemple, par exemple, question douane, là, nous connaissons très bien que douane, là, encore, c'est un bagage qui est supposé là sous contrôle L'État. étatique. Mhm. Mais de nos jours, là, nous tenons compte, c'est un groupe de monde qui est privilégié, qui gagne contrôle groupe douane pas yo. Mais ça, c'est parce que les rentrent dans le cadre en forme de violence structurelle. Mhm. Pas well comme étant une violence économique. Par contre, en la violence structurelle là, moi, ni violence économique là, li gen facteur psychologique là tout, et li gen exclusion sociale là, parce que son groupe de monde qui gagne accès avec question et entrepreneuriat. OK? Question entrepreneuriat, son groupe de monde, nous doit faire une commande et puis marchandise arriver, puis l'arriver dans douane là, pas capable de sortir parce que mon groupe de monde qui était en prison qui dit c'est eux seulement qui a fait contrôle, qui a fait commande là. Et là, ça pas quelqu'un qui a réglé, pas quelqu'un structure que qu'on peut gagner, qu'on peut défendre à niveau ça. Est-ce qu'on parle, ouais, est plus structurel que économique? Oui, Oui. d'accord. Non, mais Relativement lié. ce que tu essaies de faire, en fait, je dirais que qui n'est pas faisable, c'est le fait de penser une violence sans une autre violence. C'est comme par exemple, il peut y avoir de la violence structurelle, c'est-à-dire la violence existée en fait, qui est en fait créée, orchestrée, engendrée par le système, d'accord? Et puis, d'un autre côté, on pourrait avoir ce qu'on appelle la violence économique. Donc là, ça, c'est violence structurelle. Et puis là, ça, c'est seulement violence économique. Non, mais non, écoute, là, si tu te rappelles de ce qu'on avait dit au départ, on avait dit que quand on parle de la violence, en fait, quand on parle de la violence, en fait, il n'y a jamais en fait, en fait, la violence, ça ne fait jamais cavalier seul. C'est-à-dire, on ne parle jamais d'une violence, on parle des violences généralement. C'est-à-dire, en d'autres mots, c'est-à-dire quand on est dans ce cas-là, tu viens de citer, euh, on est quand même en face de plusieurs types de violences qui sont interreliées, interconnectées. Donc, euh, par exemple, la violence structurelle, que je vois que tu aimes beaucoup, le concept, donc c'est c'est une violence qui est engendrée par la structure, c'est-à-dire par l'organisation sociale, c'est-à-dire c'est arrangé de telle sorte que des gens, en fait, je te cite là, comme tu l'avais dit, des gens comme toi, des gens comme moi, ou etc., des gens de notre classe, d'une certaine classe, n'auront pas accès, par exemple, à des prêts. Ça, c'est la violence structurelle. D'accord? Donc maintenant, à l'intérieur de la violence structurelle, par exemple, il y a d'autres formes de violence écoute, qui sont soit en amont, soit en aval. Il peut exister, par exemple, il y a une violence psychologique aussi, en fait, qui marche derrière. Donc, quand on pense l'argent en Haïti, par exemple, ou quand on pense la richesse en Haïti, on pense forcément que c'est une question de couleur. Je veux dire, ça, en fait, un jour, un étudiant m'avait dit, Professeur Lahoz, est-ce que ou Jean Mouet, on moun coulait clair, on me dit métis, ou je veux dire, comment on peut les appeler, bourgeois, on fait entre guillemets, mais ça n'a rien à voir. Donc, mais est-ce que Jean Mouet, on moun coulait clair qui a demandé charité? Bon, sincèrement, bah, j'aime penser, avant le dit ça, bah, j'aime penser ça. Donc, c'est bon, écoute, raconte-moi. Sincèrement, je n'ai pas le souvenir. Enfin, je ne dis pas que cela n'existe pas, mais juste pas un souvenir là dans la tête. Moi. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes de teint clair, si on peut les appeler comme ça, ont de l'argent. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a une violence psychologique qui a été faite pour qu'on puisse croire que la couleur, ça renvoie à en fait, pardon, la richesse, ça renvoie à une question de couleur. Et on l'a cru pendant longtemps et ça continue
entre en fait, les institutions dans la façon dont elles organisent ce qu'on appelle euh, la violence structurelle, fait en sorte que ça continue à perpétrer. Donc, c'est comme si c'était vrai et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça continue à être vrai comme ça. C'est pour ça que quand des gouvernements essayent de créer, de branler le système, vous allez voir, écoute, la bourgeoisie va sortir ses gants de boxe parce que tout simplement, on ne veut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des nouveaux riches en Haïti. On ne le veut pas. Et peut-être que je ne sais pas si vous observez assez, mais dans ce qu'on appelle les provinces en Haïti, euh, en fait, la plupart des provinces, il y a très peu, en tout cas, là, écoute, il y a quand même une bourgeoisie, si on peut les appeler comme ça, même si le terme n'existe pas. Par exemple, moi, à Saint-Marc, je suis de Saint-Marc, ça n'existe pas. On ne peut pas dire que quelqu'un qui a de l'argent, ou du moins on l'attribue à une bourgeoisie. Il n'y a pas de bourgeois à Saint-Marc, par exemple. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont là dans la communauté, dans la société. Donc, parce que c'est structuré de cette manière. Mais dans les provinces, par exemple, il y a, écoute, il y a une tentative, moi je l'avais observé, qu'il y ait ce qu'on appelle de nouveaux riches qui émergent. Mais en même temps, la violence structurelle telle que nous connaissons, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que vous avez d'un côté, en fait, on va parler en bon haïtien, vous avez d'un côté l'État, d'accord? Euh, la façon dont on organise l'État qui essaie de nous mettre hors jeu, essaie de mettre ce qu'on appelle la majorité hors jeu, mais aussi en fait, le jeune qui commence à monter ses affaires vous raconte toutes sortes de misères qu'il a. Mais cette fois-ci, c'est sur le plan de, je sais pas, quelqu'un qui le persécute, c'est des réalités purement haïtienne, là, qu'on connaît tous. Donc, on n'a pas seulement à se battre contre l'État, donc on a aussi à se battre contre le voisin, d'accord? On a à se battre contre les gangs armés, d'accord, qui essayent de venir, en fait, je sais pas, de venir de nous demander de nous rançonner, d'accord, comme jeunes entrepreneurs. Donc, c'est juste pour vous dire que moi, je suis pas de ceux, en fait, je suis pas de ceux qui pensent que la violence économique exclut la violence structurelle et la violence structurelle exclut la violence économique. Moi, je pense que c'est tout un, comment je peux dire ça? C'est un ensemble qui est lié. Donc, et puis, on ne peut pas comprendre l'une sans l'autre. On ne peut pas comprendre la violence sociale, d'accord, sans la violence économique. On ne peut pas comprendre la violence sociale sans la violence psychologique, d'accord? Donc, mais parfois, ça marche aussi à ce qu'on appelle de la violence verbale. Donc, il y a toutes sortes de... Il y a aussi la violence physique qui est là-dedans, parce que quand tu essayes de contourner après tout ce qui se passe, et puis, écoute, on peut choisir de vous éliminer. D'accord? Et on a éliminé beaucoup en Haïti, beaucoup de jeunes entrepreneurs. Moi, c'était quelque chose qui m'avait vraiment intrigué. Entre 2017 et 2019-20, j'ai compté au moins euh, une dizaine, une quinzaine, pour ne pas exagérer, de jeunes entrepreneurs, que ce soit au Gonaïves, d'accord, qui sont morts, à Port-au-Prince, d'accord, des jeunes je sais pas, qui avaient beaucoup de rêves. Donc, soit qui commençaient je sais pas, à ouvrir un supermarché, ce qu'on appelle un market en Haïti, et puis qui sont morts en fait, écoute, de diverses façons, par balle, par maladie. Écoute, en fait, j'ai réfléchi sur la question avec d'autres amis. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas le fruit du hasard. Ça fait partie de toute une conception, ça fait partie de toute une politique pour décourager d'autres personnes comme toi, comme moi, comme, je sais pas, en fait, comme la plupart d'entre vous qui êtes là.
de vous décourager à investir dans le pays, à investir dans le pays, en fait, à penser votre avenir, à imaginer votre avenir dans le pays. Donc, c'est un défi, le plus grand défi, de mon point de vue, auquel un Haïtien fait face aujourd'hui, c'est de s'imaginer dans son propre pays. C'est-à-dire, dans notre propre pays, on est des étrangers. On est des étrangers, on est des exclus. On est, c'est comme moi, j'aime le dire, on est comme des migrants dans notre propre pays. En fait, c'est des situations de violence systémique, là. C'est-à-dire, le système est organisé de telle sorte que, donc, on se sent étranger chez soi. Et mais en même temps, donc, on veut créer de l'avenir. On veut penser, écoute, pourquoi pas, pourquoi on ne peut pas s'imaginer être bien dans son propre pays? Donc, pourquoi autant de violence? Je peux poser la question de cette manière. Pourquoi autant de violence? En fait, à qui profite toute cette violence qu'il y a en Haïti? À qui profite tout cela? À qui profite tout cela? Donc, si on essaie de réfléchir un peu, ou on essaye de mettre des hypothèses à partir de cela, je pense qu'on peut quand même, de mon point de vue, trouver de belles pistes de réflexion pour comprendre, écoute, la violence n'est pas un fait, c'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. La violence, n'importe qui ne peut pas faire de la violence, ne peut pas exercer de la violence. Bon, moi j'ai travaillé avec avec des jeunes qui fréquentent des gangs armés, des jeunes qui sont victimes des gangs armés. Donc, j'ai mené beaucoup de recherches dans les quartiers populaires, dans les ghettos en Haïti. Et moi, ce que j'ai comme conclusion, si vous voulez, vous pouvez euh, vous-même le vérifier, n'importe qui ne peut pas monter un gang armé. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Écoute, vous pensez, écoute, vous dites, vous décidez aujourd'hui que vous allez monter. On on ne fait pas un gang armé comme on veut. On le fait parce que on a quelque part un soutien. On a un soutien au niveau du gouvernement, on a un soutien au niveau de l'international, on a un soutien au niveau, je ne sais pas, logistique, en fait, en tout cas, on ne le fait pas comme on veut. Et puis, les territoires sont contrôlés, organisés de telle sorte que si vous regardez bien, les gangs ne se disposent pas par hasard. Cela se dispose de telle manière qu'on a ce qu'on appelle le contrôle du territoire. Et le contrôle du territoire, contrairement à ce que vous pensez, écoute, il n'y a pas de territoire perdu là, non, 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 mais donc tous les territoires sont contrôlés. Donc, et les gangs, ils sont, et moi je pense que, écoute, ça travaille pour l'État, ça entretient le système, ça fait en sorte que Ariel peut passer le temps qu'il le souhaite, d'accord, au pouvoir. Donc, il n'a pas de mandat, mais il peut passer autant de temps qu'il le souhaite. Et les gangs, ça sert à ça. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a initié ça, mais c'est un ancien qui connaît le contrôle du système, qui sait ce qu'il fait. Donc, là, écoute, c'est un maître à jouer. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est juste pour vous dire que la violence, ça profite à quelqu'un. La violence, on peut peut-être imaginer de s'en sortir un jour. Donc, très bien, on peut continuer aussi à rêver. Donc, est-ce que c'est encore possible? Moi, je pense que c'est peut-être possible. Et comment le faire? Je ne sais pas. Ça demande vraiment qu'on commence à réfléchir. Donc, je pense que c'est la mission de l'université. Malheureusement, l'université a failli à sa mission. Donc, c'est-à-dire, dans une situation pareille, un pays qui est pris en otage par des gangs armés, vous avez des facultés de sciences sociales. Pourquoi on ne peut pas réfléchir? C'est-à-dire, quand je dis réfléchir, proposer des plans, à quoi, ça sert à quoi tous ces intellectuels qu'on a là? Ça sert à quoi, par exemple, d'avoir des sociologues, d'avoir des anthropologues, d'avoir des psychologues, si on ne peut pas les mettre au service de la nation? C'est-à-dire de réfléchir de réfléchir, de proposer quelque chose de concret, de réfléchir, de proposer quelque chose de concret. Si l'université ne peut pas
remplir cette mission, c'est-à-dire de réfléchir sur les problèmes que connaît, les problèmes que connaît la nation, que ce soit les problèmes euh, les problèmes liés à la pauvreté, que ce soit les problèmes liés à la nutrition, que ce soit les problèmes liés aux maladies infectieuses, je sais pas. En fait, si, à quoi sert d'avoir une faculté qui s'appelle faculté des sciences si nos routes sont comme ça? À quoi sert d'avoir une faculté qui s'appelle faculté d'ethnologie, qui forme des sociologues, des psychologues, des anthropologues, d'accord? Et si on ne peut rien faire, sincèrement, ça sert à quoi, sincèrement? J'ai envie de dire, écoute, on sert à quoi dans la société? Donc, est-ce qu'on attend à ce que, je ne sais pas, écoute, est-ce que vraiment on sert à rien? Parce que parfois, les autres, en fait, je dirais, les non-initiés, ceux qui n'ont pas fait l'université, disent souvent, écoute, bah, écoute, vous avez les plombs, etc. OK. Donc, mais on n'a jamais valorisé en fait, l'intelligence dans le pays. En fait, d'ailleurs, moi, c'est mon hypothèse, c'est que si on est dans cette situation, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la faillite de l'intelligence, la faillite de la morale dans le pays. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut actualiser tout ce qu'on a comme potentiel intellectuel, parce que quand vous voyez, il y a toute une jeunesse qui apprend la psychologie, qui apprend la sociologie, qui apprend la géographie, l'histoire, qui apprend les sciences sociales, qui apprend les sciences physiques, les sciences naturelles. Donc, à quoi sert, par exemple, d'avoir une faculté qui s'appelle faculté d'agronomie? D'accord, c'est la faculté qui, je pense, que l'une des facultés, sinon c'est la faculté qui coûte un peu, qui a beaucoup plus de budget. Et puis, si, en fait, on ne peut pas résoudre le problème de la faim en Haïti, si la faculté d'agronomie ne peut pas résoudre le problème de la faim, à quoi sert-elle? On peut commencer par poser les problèmes comme ça. Donc, à quoi sert d'avoir des facultés, on multiplie les facultés, par exemple. À quoi sert IRA, par exemple? Ça sert à quoi? À quoi sert INAGI? Ça sert à quoi? Donc, quand je dis ça sert à quoi, je n'essaye pas de les diminuer. Au contraire, j'essaye de dire, écoute, il faut commencer par les rendre utiles. Il faut commencer, écoute, par par les armes. Enfin, il faut les armer pour que ces facultés puissent, écoute, est-ce que bon, d'ailleurs, on va commencer par dire, est-ce que ceux qui dirigent les facultés savent que la faculté a une dette envers la société, une dette envers la communauté? C'est aussi des questions on peut se poser. Donc, vous voyez, donc, l'université a un devoir de servir. L'université a une dette à la société. Et aujourd'hui, on est dans cet état. Écoute, moi, je pense que notre seule porte de sortie est encore, malheureusement ou heureusement, le savoir, l'université. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut nous sortir de ça que le savoir. S'il faut mobiliser les savoirs sont là. Aujourd'hui, que peut-on faire, par exemple, pour finir avec les gangs armés? En fait, écoute, on peut avoir des consultations là-dessus. D'accord? On a, par exemple, un professeur qui s'appelle Alain Gilles, qui travaille très bien sur des questions liées à la violence, par exemple. On a par exemple, je connais par exemple le professeur Ilionor qui maîtrise la question de quartier populaire, il a fait sa thèse de doctorat sur la question, donc toutes ces questions-là par exemple, mais, mais écoute, je peux multiplier des noms et des noms des professeurs qui, c'est-à-dire des hommes qui peuvent, et des hommes et des femmes par exemple. Moi j'ai en tête par exemple Rose Esther Saint-Simon, qui est pour moi l'une des intellectuelles la plus brillante que j'ai croisée, et que j'ai eu la chance qui a eu, en fait, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur. Mais écoute, c'est des personnes qui peuvent penser la société, mais en même temps, des personnes qui sont marginalisées. Marginalisées d'abord par l'université. D'accord? Donc, ça, c'est la peur de l'intelligence. Les personnes les plus intelligentes, et les personnes les plus intelligentes font peur dans la société. Donc, l'université, c'est l'espace par excellence qui, écoute, si vous connaissez quelque chose, il ne faut pas le dire à l'université. Donc, tu sais, il y a déjà un professeur qui était chef de département, donc qui me disait, en fait, mais
pourquoi tout le temps tu donnes l'impression que tu sais? Mais je dis, mais qu'est-ce que je sais? Je sais rien, moi, je dis juste des choses parce qu'ils pensent que c'est comme, genre, je fais de l'intéressant en exposant ce que je sais. Mais si je suis dans une salle de classe, si je suis dans une soutenance, je peux même pas dire ce qui est, je sais pas, mais en tout cas, pourquoi on ne peut pas, pourquoi avoir honte de savoir dans ce pays? C'est-à-dire, on me met dans une situation où je devrais juste être comme eux. Donc, et ça, c'est un problème dans le pays, c'est que, en fait, notre intelligence, en fait, peut mettre en déroute l'ignominie, peut mettre en déroute l'obscurantisme, mais la force du mal est quand même en Haïti surprenante. Donc, c'est pour ça, moi, que je vous invite, sincèrement, jeunes de mon pays, à réfléchir à votre avenir, réfléchir à l'avenir du pays et regarde qu'est-ce qu'on peut faire, même étant de loin, de très loin, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour- pour changer les choses. Donc, en gros, c'est ça. Et je pense que je vais arrêter un peu l'audio